Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une presse libre et responsable, un pilier de la démocratie. Au Mali, le boom des médias continue. Aux organes de presse traditionnels s'ajoute désormais la presse en ligne qui prend de l'essor et bientôt sans doute les télévisions privées dans un contexte de passage au tout numérique annoncé pour juin 2015. Le pari de la quantité est sans doute gagné, reste celui de la qualité. Et pour mettre de l'ordre dans cette maison, il y aura certainement bientôt un nouvel arbitre, une haute autorité de la communication. Les textes de création seront soumis bientôt aux députés. Ce sera dans les jours qui viennent. On parle de toutes ces questions ce soir avec le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Mahamadou Kamara. Merci donc, monsieur le ministre, de répondre à nos questions. Et pour commencer, coup d'œil sur le paysage médiatique malien. Qu'est-ce que le premier responsable que vous êtes en pense aujourd'hui? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir sur les antennes de l'ERTM, de parler d'un secteur qui est très vivant au Mali, le secteur de la communication. Vous savez qu'à la faveur de la démocratisation qu'a connue notre pays dans les années 90, nous avons vécu une floraison, un épanouissement des médias privés. Nous avons au Mali plusieurs dizaines de titres de presse écrites, nous avons des centaines de radios et nous avons aujourd'hui 2 télévisions privées qui émettent ici au Mali, qui sont Africable et Maïcha TV. À côté de cela, il y a évidemment les médias publics, dont vous êtes l'un des fers de lance, l'ORTM. L'ORTM qui est un groupe, si on peut dire, qui a déjà 2 chaînes de télévision, l'ORTM et TM2, et qui a aussi des radios. La chaîne nationale, la chaîne 2 et les radios rurales, évidemment. Donc, comment est-ce que vous appréciez le travail que tous ces médias font aujourd'hui? Je dirais qu'il faut apprécier et saluer le travail qui a été fait par l'ensemble des médias maliens, privés comme publics, parce que vous le savez, ils ont accompagné la démocratisation du pays. Et dans des moments difficiles que nous avons vécus, notamment à partir de 2012, je peux dire que les médias maliens ont joué un rôle important de sensibilisation, un rôle de vigie, un rôle de dénonciation de ce qui se passait, notamment dans le nord du pays. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des changements profonds à apporter au secteur de la presse au Mali, parce que cet épanouissement n'a pas été accompagné, dans tous les cas, d'une professionnalisation du secteur. Est-ce que, en tant que ministre, il vous arrive de voir des choses et de vous dire il est temps de mettre fin à cela, il faut qu'on sonne la fin de la récréation? Évidemment, vous écoutez comme moi les radios, vous lisez comme moi les journaux, vous allez comme moi sur Internet, vous lisez ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parfois, on va trop loin. Il y a trop de diffamation, il y a trop de calomnies, il y a trop d'insultes. Il est nécessaire que cela cesse. Je vous donne un exemple. Je lisais hier un journal de faits divers, dans lequel j'ai vu, j'étais horrifié de voir une photo d'une jeune fille éventrée avec les entrailles à l'air en gros plan. Je trouve ça inadmissible. Il n'est pas normal que des journaux qui sont lus, qui sont diffusés largement, puissent diffuser ce genre de photos qui peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Il n'est pas normal non plus, concernant les activités du gouvernement et du chef de l'État, de lire des faits qui ne sont pas réels, qui sont purement inventés et dont on n'a pas pris la peine de vérifier la véracité. Je prends un exemple. J'ai lu dans un grand journal que je respecte beaucoup il y a quelques mois un article qui faisait état de l'achat par le chef de l'État d'un véhicule de luxe pour une valeur dont on ne peut même plus se souvenir le montant. C'est complètement faux. J'ai lu également que le chef de l'État avait acheté un hélicoptère de luxe. C'est complètement faux. J'ai lu aussi concernant l'avion de la République du Mali qu'il avait été saisi par les autorités américaines. Je ne sais quoi encore. C'est complètement faux. Et quand ça touche le chef de l'État, ça dérange particulièrement le ministre de la Communication? Ça me dérange quand ça touche l'ensemble des citoyens, que ce soit le chef de l'État, que ce soit un responsable public, quel qu'il soit membre de la majorité, qu'il soit membre de l'opposition. Et ça me dérange par-dessous tout lorsqu'il s'agit de citoyens lambda qui n'ont pas les moyens de se défendre. Alors on parle donc dans ce contexte de mise en place de la haute autorité de la communication. C'est la nécessité de mettre fin à toutes ces dérives qui justifient cette création? Oui, c'est la nécessité de mieux réglementer notre secteur. Vous savez, moi-même, je suis journaliste, issu de ce secteur. Je sais ce qu'il en est, je connais les difficultés des journalistes. Je désire aujourd'hui les accompagner. Et pour les accompagner, nous avons besoin d'un instrument. Il y a toujours le Conseil supérieur de la communication, CC, qui existe depuis quelques années, mais qui a montré ses limites. Aujourd'hui, nous voulons remplacer le CC par la HAC. Vous l'avez dit, la haute autorité de la communication, qui aura de nouveaux pouvoirs. En plus du rôle consultatif qu'elle aura et qui est déjà celui du CSC, elle aura un pouvoir de contrôle du secteur de la communication au Mali et un pouvoir de sanction. C'est ça la nouveauté, c'est-à-dire que la HAC disposera d'agents qu'elle pourra déployer pour écouter les radios, pour lire les journaux, pour aller sur Internet et vérifier que dans ces supports, on ne porte pas atteinte à la dignité
à l'honneur des personnes, quelles qu'elles soient, encore une fois. Il s'agit du simple citoyen comme du responsable public, qu'on ne diffuse pas des propos qui vont à l'encontre des mœurs, des valeurs communément admises dans notre pays. Bref, nous voulons une autorité qui contrôle, qui réglemente et qui accompagne le développement de cette presse. Ce sera un gendarme de la presse? On peut dire ça. Vous le savez, nous avons un secteur dont j'ai aussi la tutelle, qui est le secteur des télécoms, pour lequel il y a un gendarme qui s'appelle l'AMRTP, anciennement CRT. Il y a le secteur de l'eau et de l'énergie qui a aussi un gendarme qui s'appelle la CRE, la Commission de régulation de l'énergie et de l'eau. Et donc, comme dans tous les pays, le Mali va enfin se doter d'un instrument de contrôle du secteur de la communication qui s'appellera la HAC. Qui ne sera pas un instrument unique puisqu'il y a un comité de légal accès aux médias d'État. Pourquoi avoir une haute autorité qui n'a pas toute l'autorité? Absolument, c'est une excellente question. Vous savez que le comité d'égal accès aux médias d'État trouve son essence dans la constitution du Mali. C'est la constitution de 1992 qui a prévu cet organe dont la vocation est d'assurer la pluralité sur les médias publics. Vous l'avez vécu, comme nous tous, au moment de la dernière campagne électorale, que ce soit présidentielle ou législative. Le comité d'égal accès aux médias d'État avait pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des candidats, quels qu'ils soient, quel que soit leur poids, quel que soit le parti qu'ils représentent, puissent avoir le même accès sur les médias d'État, radio, télévision et presse écrite. Voilà le rôle du comité d'égal accès aux médias d'État. L'objectif à terme, c'est que la HAC puisse englober l'ensemble de ces fonctions-là, mais comme le comité d'égal accès aux médias d'État est d'essence constitutionnelle, on ne peut pas le toucher sans modifier la constitution du Mali, ce qui n'est pas prévu pour le moment. Qu'est-ce que la HAC aura de plus que le Conseil supérieur de la communication présentement pour mieux faire? Alors pour mieux faire, la HAC sera dotée de moyens plus importants. La HAC aura un budget qui lui permettra de recruter des agents qui, comme je l'ai dit, vont écouter les radios, lire les journaux, regarder la télévision pour contrôler ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, ce qui s'y écrit. Par ailleurs, je l'ai dit, le CSC n'a qu'un rôle consultatif. Demain, la HAC aura un rôle de contrôle et un rôle de sanction. C'est un gendarme, comme vous l'avez dit, et le fait qu'elle soit présente fera en sorte que l'ensemble des acteurs du monde de la presse, des médias publics comme privés, je pense, seront plus professionnels dans leur traitement de l'information. La HAC pourra aller jusqu'à enlever des licences, des fréquences à des médias qui ne respectent pas les règles et les réglementations en vigueur en République du Mali. La HAC aura le pouvoir d'attribuer les fréquences radio, d'attribuer les licences télé et de permettre à un journal également d'être publié. Donc c'est un pouvoir considérable que la HAC aura. Il faut que je précise qu'elle sera constituée de 9 membres, dont 3 seront nommés par le président de la République, 3 autres par le président de l'Assemblée nationale, et 3 autres, et c'est ça la grande nouveauté et l'intérêt de la HAC, c'est que 3 autres seront nommés par les professionnels de la communication. Nous sommes en train d'organiser une élection au sein des organes que vous connaissez, la Maison de la Presse, l'ACEP, le groupe, l'URTEL, et également le GEPAC, qui chapeaute les agences de communication, afin qu'ils désignent en leur sein 3 membres qui vont compléter le dispositif de la HAC. Ensuite, ces 9 membres qui seront désignés vont se réunir pour élire en leur sein un président. Alors, 3 membres désignés par les organisations professionnelles de presse, donc sur 9, la part du politique est quand même plus importante finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là? Non, il n'y a pas un risque parce que les politiques vont devoir choisir des gens dont la rigueur morale n'est pas contestable. Ils devront choisir des gens qui peuvent être des professionnels de la... Qui garantit cela? Qui garantit cela? Je pense que les personnalités qui vont désigner ces membres-là ont été élus par les Maliens. Ils ont donc une légitimité à choisir les membres de la HAC. On peut donc leur faire confiance. Il faudra que ce soit éventuellement des gens du monde de la communication. Il nous faudra aussi des juristes, des gens qui ont un regard, qui connaissent les lois, les réglementations en vigueur dans notre pays et qui pourront faire en sorte que ces règles-là soient appliquées par le monde des médias. Alors quand on regarde donc un peu les textes dont il est question, il y a un mot qui frappe, autorité indépendante. Indépendante de qui? Indépendante du pouvoir politique. C'est possible? C'est possible. Comment? Parce que nous avons, avec l'arrivée du président de la République, après son élection, décrété que désormais nous mettrons en place un véritable état de droit au Mali. Regardez la justice. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui la justice travaille sans entrave. Il n'y a pas d'intervention du politique dans le pouvoir judiciaire. Avec beaucoup de bruit quand même. Avec beaucoup de bruit, mais les choses ne sont pas du jour au lendemain. N'oubliez pas qu'on revient de loin. Et pour ce qui est du secteur de la communication, la HAC, même si elle est sous la tutelle du ministère de la Communication, est indépendante. Qu'est-ce qui garantit son indépendance? Tout simplement le fait que les membres sont irrévocables.
Ils seront nommés pour 5 ans, pour 7 ans, pour certains d'entre eux, et ne pourront pas être relevés, sauf faute lourde. Par conséquent, ils sont indépendants parce que leur mandat n'est pas renouvelable. C'est un mandat unique et irrévocable. Donc il n'y a pas la pression du pouvoir qui vous dit faites ça ou bien je ne renouvelle pas votre mandat, puisque le mandat est unique. Donc je crois que cela garantit l'indépendance des membres de l'AAC, sans parler du fait que nous ferons en sorte qu'ils aient une rémunération à hauteur de souhait. Pour garantir l'indépendance des membres de l'AAC, il faut également qu'ils puissent avoir les moyens de vivre pour être à l'abri de toute tentation. Alors, dernière question sur ce chapitre, où est-ce que vous en êtes avec le processus? Alors, on en est presque à la phase finale. Le jeudi 21 août, je serai devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, en plénière, afin de faire voter l'ordonnance qui a créé la HAC au mois de janvier 2014. Ça, c'est un. Deuxièmement, les deux institutions dont j'ai parlé, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, sont sur le point de désigner les membres qu'ils ont la charge de désigner. Et troisièmement, je l'ai dit, les professionnels de la communication se préparent à élire en leur sein 3 membres. Alors, Monsieur le ministre, dans la perspective de l'ouverture prochaine de l'espace audiovisuel, il est question de réforme aujourd'hui de médias publics. Vous annoncez la mue de l'ORTM dès octobre. Vous avez un bâton magique? Je n'ai pas un bâton magique, mais je compte sur vous. Vous savez, l'ORTM, c'est la chaîne de tous les Maliens. C'est une chaîne que chacun regarde chaque soir. Et c'est une chaîne dont nous voulons être tous fiers. Nous voyageons tous, nous avons tous chez nous des bouquets satellites qui nous permettent de voir, de visionner d'autres chaînes de télévision. Il n'y a aucune raison que l'ORTM, qui doit être notre fierté, ne soit pas à la hauteur des autres chaînes africaines ou même internationales. Pourquoi pas? Moi, je fais ce pari. Je fais ce pari que demain, prochainement, nous aurons une ORTM nouvelle qui sera le miroir de notre société, dans laquelle se reflètera la diversité culturelle, ethnique du Mali, dans laquelle nous aurons des programmes qui plaisent à nos populations, à tous les groupes de population. Je veux des programmes pour les jeunes, je veux des programmes pour les anciens, je veux des débats politiques où les uns et les autres seront invités, quelle que soit leur couleur politique. Je veux des jeux, je veux du divertissement. Bref, je veux une chaîne moderne, une chaîne nouvelle qui plaise aux Maliens et qui nous donne envie d'être fiers de notre chaîne nationale. Ça, c'est pour l'ORTM, la première chaîne. Je pense, et je n'oublie pas, je sais que vous êtes concernés, TM2, une chaîne qui a vu le jour depuis 2011, mais qu'il faut le reconnaître, à qui nous n'avons pas donné les moyens de son développement. Donc dans une deuxième phase, à partir du dernier trimestre 2014, nous ferons en sorte que TM2 puisse se développer et être une chaîne qui complète le dispositif public, qui complète le RTM avec un positionnement différent. Nous voulons une chaîne citoyenne, nous voulons une chaîne de proximité qui est au plus près des gens et dans laquelle les gens se voient, un miroir. Les responsables de l'ORTM ont sans doute perçu la nécessité du changement. Ils ont en son temps décidé un audit et depuis pris un certain nombre de mesures qui vont donc dans le sens de ce changement. Il faut aujourd'hui aller au-delà de ce qui se fait. Il faut accélérer, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Les changements qui ont commencé sont à saluer. C'est bien d'avoir pris conscience qu'il y avait des changements à faire. Ce que nous voulons, c'est aller plus vite. Nous voulons que dès la rentrée, nous ayons une nouvelle antenne, qu'il y ait des nouveaux décors, des nouvelles émissions, une nouvelle grille de programme. Nous voulons qu'il y ait des nouveaux habillages, des nouveaux jingles, des nouveaux génériques, bref, une chaîne nouvelle, une chaîne qui semble plus moderne. Dans une deuxième phase, une fois que nous aurons fait ce travail-là, nous entamerons les changements structurels, les changements de profondeur qui vont aboutir à une structuration différente de l'ERTM avec des filiales. Demain, l'ERTM aura une régie qui sera en charge de commercialiser l'espace publicitaire sur ses écrans. Le RTM aura une direction commerciale marketing renforcée, plus forte, parce qu'une chaîne de télévision, finalement, c'est un produit comme un autre, il faut la vendre. Nous aurons le pôle télé, le RTM, le TM2, et nous aurons le pôle radio que nous voulons aussi renforcer. Vous savez que nous sommes dans un processus de migration vers le numérique, ce qui va entraîner, un peu plus tard, oui. Voilà, ce qui va entraîner la possibilité d'avoir plusieurs chaînes de télévision. Ce que nous voulons demain, c'est que le RTM puisse avoir un tronc national, des programmes qui sont visibles sur l'ensemble du territoire national et des programmes locaux pour accompagner la régionalisation qui est la vision du chef de l'État imprimée par le Premier ministre. Alors, à l'ORTM, on s'est très souvent plaint du poids de l'institutionnel. Quand on prend l'exemple de ce journal télévisé de 20 heures, aux portes duquel se bousculent quotidiennement 8 institutions, une trentaine de ministères, 150 partis politiques, un millier d'associations qui demandent à être là. Comment faire un journal, quand même, digne de ce nom, avec tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à aider sur ce plan? C'est moi qui devrais vous poser la question. Et je peux vous dire qu'on va y arriver. Vous serez surpris de voir que prochainement, le journal de l'RTM
ressemblera davantage à un journal. Nous allons faire en sorte d'extirper l'institutionnel. Ce sera un journal d'actualité. Lorsque les activités institutionnelles ne seront pas estimées comme étant de primeur ou au cœur de l'actualité, elles ne seront pas dans le JT. Et je pense que cela sera accepté par l'ensemble des responsables des institutions dans ce pays, avec lesquels nous avons déjà commencé de discuter et que nous avons déjà commencé de sensibiliser. Cela dit, cela ne veut pas dire que sur le thème, il n'y aura plus d'institutionnels. Nous allons créer des programmes dédiés à la couverture des activités institutionnelles des uns et des autres. Alors, théoriquement, le RTM, le journal, doit choisir ce qu'il couvre. Absolument. Ce sera à vous de faire l'actualité. Ce sera à vous de dire, voilà l'événement du jour, voilà l'ouverture du GT. Ce sera à vous de dire, telle personnalité a effectué telle activité, est-ce pertinent ou pas de le mettre au cœur du JT. Vous aurez carte blanche. Votre accompagnement précisément dans ce cas, ça va être Absolument. quoi? Vous pouvez compter sur moi. Alors, un mot de la MAP dans le cas de ces réformes? Alors la MAP édite le journal L'Essor, que tout le monde connaît, un journal qui a une histoire, qui a accompagné l'histoire de notre pays, un journal qu'il faut impérativement réformer. Les journaux aujourd'hui ne sont pas très lus. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de qualité. Je reconnais que L'Essor est l'un des journaux les meilleurs du Mali, mais je veux en faire un grand quotidien national. Je veux qu'il ressemble à d'autres journaux de la sous-région qui ont une audience maximale parce qu'il y a un contenu de qualité et parce qu'il y a une facilité de lecture, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a une jolie maquette, parce qu'il y a des rubriques intéressantes dans lesquelles les lecteurs se retrouvent. Donc voilà le travail qui a été entamé avec nos amis de la MAP et qui aboutira, je le souhaite, dans le courant du dernier trimestre 2014. Monsieur le ministre, un mot sur le passage au tout numérique, échéance juin 2015. Sommes-nous prêts? Des voix s'élèvent déjà sur le continent africain pour demander le report de cette échéance à 2020. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui se sentent un peu en retard par rapport à ça? Je comprends qu'il y ait une appréhension parce que c'est un changement majeur qui va toucher le quotidien de chaque Malienne, de chaque Malien. Mais je peux vous dire, nous serons prêts. Nous serons prêts. Il y a eu des directives qui ne viennent pas de nous, qui sont des directives internationales, à travers l'UIT, l'Union internationale des télécoms, dont je salue le travail qui est fait, vous le savez, par notre compatriote, le secrétaire général Amadoune Touré. Donc l'UIT a dicté des règles qui disent que à partir de 2015, l'ensemble des États du monde entier doivent changer de normes, changer de technologie pour émettre la télévision. Cette technologie va s'appeler DBVT2 MP4G. Donc c'est un peu barbare comme nom, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la majorité des téléviseurs qui sont aujourd'hui utilisés au Mali ne permettront pas de regarder la télé parce qu'ils ne sont pas dotés de cette nouvelle technologie. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire en sorte que les compatriotes qui ont ces téléviseurs ancienne génération, téléviseurs dits analogiques, puissent acquérir à un coût limité un décodeur qui leur permette d'accéder à la nouvelle télévision, à la télévision numérique terrestre. Pour les autres, ceux qui le peuvent, ils pourront changer de téléviseur et acheter un téléviseur de nouvelle génération. Ce que nous avons commencé à faire jusqu'à aujourd'hui, nous avons interdit l'importation depuis le 1er juillet 2014 des téléviseurs analogiques, donc qui n'ont pas la technologie nouvelle. Et à partir du 1er octobre 2014, nous allons interdire la commercialisation des téléviseurs analogiques. Ça veut dire que sur le marché, vous ne trouverez plus que les téléviseurs qui sont déjà aux normes. Qui sont déjà aux normes pour recevoir la télévision numérique terrestre TNT. Voilà. Nous savons que c'est des termes parfois barbares, qui ne sont pas faciles à entendre, à comprendre de nos compatriotes. C'est pourquoi nous sommes sur le point de lancer une campagne de communication grand public. Nous allons aller au-devant, rencontrer nos compatriotes à l'intérieur du pays, à Bamako, aller sur le terrain, leur expliquer. Nous allons aussi utiliser les écrans de l'ERTM, les radios, l'ensemble des médias disponibles ici au Mali, afin que chacun comprenne qu'il ne s'agit pas d'avoir un gros téléviseur ou d'avoir un écran plat. Ça n'est pas ça. Il s'agit d'avoir la bonne technologie qui peut être dans un écran plat ou pas. L'appréhension aujourd'hui de la population est due surtout au fait qu'elle ne comprend pas. Parce que, oui, je pense que ça n'est pas aisé. C'est à nous d'expliquer, d'aller au-devant des gens, d'expliquer dans les langues qu'ils comprennent, afin qu'ils puissent s'approprier ce processus et qu'à la fin de la transition qui doit se dérouler au plus tard le 17 juin 2015, l'ensemble de nos compatriotes soient équipés ou d'une télévision numérique ou bien d'un décodeur qui leur permet, avec leur téléviseur analogique, d'accéder à la TNT. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes donc à la tête de ce département dont l'intitulé met désormais l'économie numérique en avant. Qu'est-ce que
vous faites, depuis que vous êtes là, depuis quelques mois, pour construire cette économie numérique? Mais je cours partout. J'ai accompagné le chef de l'État à Washington il y a quelques semaines. Nous avons rencontré là-bas des entreprises américaines. Nous avons été visiter les locaux de certaines sociétés qui sont performantes dans le secteur du numérique parce que nous voulons attirer des investisseurs ici au Mali dans le domaine de l'économie numérique. Je pense qu'il faudra commencer par dire ce qu'est l'économie numérique. L'économie numérique, c'est l'ensemble des secteurs de notre économie qui concernent les télécoms et l'Internet, les nouvelles technologies de manière générale. Par exemple, il faut que vous sachiez que dans ce secteur, nous avons les deux plus grandes entreprises du pays. Nous avons Orange Mali et Sotelma Malitel, qui en termes de chiffre d'affaires sont très performantes et donc qui apportent des revenus conséquents à l'État, à travers les impôts et les taxes, mais aussi à travers les emplois qu'elles ont créés ici au Mali. Donc nous voulons renforcer ce secteur, nous voulons que bientôt, et c'est en cours, il y ait un troisième opérateur et pourquoi pas un jour un quatrième, toujours pour développer davantage ce secteur et créer de l'emploi. Nous voulons que demain, des entreprises technologiques s'installent au Mali. C'est pourquoi nous avons en ce moment envoyé au Rwanda une équipe du département avec des gens de la GETIC et de la MRTP qui vont s'inspirer de l'expérience rwandaise. Le Rwanda est l'un des pays les plus en vue dans le secteur des TIC en Afrique. Nous voulons comprendre et nous voulons nous inspirer, prendre ce qui a marché et éviter de faire certaines erreurs ici au Mali. Alors, Monsieur le ministre, un dernier mot de communication gouvernementale et je vais vous lire cette petite phrase. Voyage en Mauritanie et aux USA à bord du Boeing 737 de la République du Mali. Contrôle technique OK. Dommage pour les aigris. Ça vous fait sourire? Oui. Ben, c'était exactement ça l'objectif. Il s'agissait d'une blague. Je regrette qu'elle n'ait pas été comprise. C'est la raison pour laquelle ce tweet, puisqu'il s'agit d'un tweet que j'ai tweeté. Monsieur Camara, le ministre de la Communication. Absolument, c'est pourquoi il a été retiré. Ce tweet, je l'ai fait quelques heures avant de prendre l'avion pour Washington et je n'ai pu réagir qu'à mon arrivée à Washington. D'où ma réaction tardive lorsque j'ai constaté qu'il avait créé de l'émoi et que certaines personnes avaient été choquées. Je le regrette, c'est pourquoi j'ai retiré ce tweet et cela m'amène à dire que les réseaux sociaux ont aujourd'hui pris une grande importance dans notre pays. Il y a une très forte sensibilité et il est important pour nous, responsables publics, de choisir les mots, de faire en sorte qu'on ne donne pas l'impression de se moquer de tel ou tel et de blesser les gens. Mais on y voit plutôt, on a l'impression plutôt d'avoir un ministre de la Communication réfractaire aux critiques, ou d'avoir en ce moment un gouvernement réfractaire aux critiques. Absolument pas. Et ça fait peur à la presse. Vous savez, je suis le ministre de la Communication qui dit toujours « laissons les opposants parler, laissons les gens nous critiquer ». Pour peu qu'ils critiquent de manière constructive, que ce ne soit pas dans la diffamation, dans la calomnie. J'aime le débat. Vous le savez, les uns et les autres m'ont vu débattre sur des plateaux de télévision. Demain, je le ferai lorsque nous aurons sur le RTM des émissions de débat, avec plaisir. Je pense que c'est ça l'intérêt de la démocratie et j'en suis le garant. La polémique autour de l'avion présidentiel vous a certainement particulièrement agacé? Je dirais que nous devons faire un mea culpa. Nous n'avons pas assez expliqué. Nous n'avons pas expliqué pourquoi cet achat. En tout cas, pas assez tôt. Nous n'avons pas expliqué l'état de l'avion qui était utilisé par les présidents précédents. C'est pourquoi nos compatriotes n'ont pas compris le sens de cet acte, de cette acquisition. Je crois que ça a été rattrapé. Le Premier ministre l'a brillamment fait lors de sa déclaration de politique générale. Mais vous savez, nous sommes en démocratie. Il y a une majorité, il y a une opposition. Lorsque l'opposition n'a pas d'argument, elle se saisit du moindre fait qui est là pour faire de la polémique. C'est de bonne guerre. Nous avançons. Nous avons un cap. Le cap, c'est de réussir ce mandat et de faire en sorte que les engagements pris par le chef de l'État soient accomplis pour le bonheur des Maliens. Et je peux vous dire que nous sommes les uns et les autres mobilisés pour atteindre ces objectifs. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites dans cette affaire qui n'ont pas leur place dans une presse libre et démocratique? Moi, je considère que tout peut être dit pour peu que ça aille dans le respect de la dignité et de l'honneur des personnes dont on parle. Pas d'insultes, pas de diffamation, pas de calomnie. Au-delà de ça, tout peut être dit. Le débat est ouvert. C'est aux responsables des médias, éditeurs de journaux comme de radio, de faire la part des choses. C'est pourquoi nous allons les accompagner. On n'en a pas parlé encore, mais nous prévoyons également une loi sur la presse pour réglementer la profession de journaliste. Nous ne voulons pas que n'importe qui se lève demain et puisse dire « je suis journaliste, je crée un journal, je lance une radio ». Non. Nous voulons que ce soit des professionnels. Nous voulons que ces gens-là respectent la déontologie de la presse et permettent à notre secteur de se développer, de créer des emplois et se structurent pour créer des véritables groupes de presse qui demain vont créer des emplois et développer notre pays et accompagner
la démocratie. Alors, la presse se plaint très souvent de problèmes d'accès à l'information gouvernementale. Vous vous dites, vous n'avez pas assez fait, vous le reconnaissez certainement dans le cas de l'avion. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça communique mieux au niveau du gouvernement? Alors, c'est une très bonne question. Nous sommes sur le point de créer le service d'information gouvernemental. Vous voyez, nous ne chômons pas, nous sommes là depuis 4 mois et nous avons déjà tous ces projets. Qu'est-ce que c'est le service d'information gouvernemental? C'est une structure qui va être logée ici au ministère de la Communication et qui aura pour vocation de piloter la communication gouvernementale. Il y a des grandes causes nationales, par exemple la réconciliation, la paix. Ce sera le rôle du SIG de communiquer et de de sensibiliser les populations pour qu'elles s'approprient ces thématiques-là. Il y a aussi la cause de l'état de droit, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption. Ce sera le rôle du SIG de s'emparer de ces sujets, de communiquer à la direction des populations. Et à chaque fois qu'il y aura des sujets, le SIG, qui sera structuré de personnes compétentes dans le domaine de la communication, les prendra en charge. Il nous faudra des gens qui sont des rédacteurs, il nous faudra des gens qui vont piloter les radios, des gens qui ont une aisance dans des langues nationales, dans des langues étrangères et qui vont être en lien avec les médias internationaux. Il nous faudra des gens aussi pour les réseaux sociaux qui vont les travailler, expliquer, relayer l'information. Bref, un véritable service, une petite entreprise, en nous inspirant de ce qui a été fait dans d'autres pays. Nous avons envoyé il y a quelques semaines une équipe au Burkina qui a créé un SIG depuis de nombreuses années et également en Côte d'Ivoire qui a créé le service d'information et de communication gouvernementale. L'esprit est le même. Il s'agit de doter le gouvernement du Mali d'un instrument pour mieux communiquer à la direction des populations et mieux faire comprendre les politiques, les actions que nous menons. Parce que nous le faisons pour les citoyens. Aucune politique n'a de sens si elle n'est comprise par ceux pour lesquels elles sont faites. Beaucoup de chantiers donc en cours. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent, Monsieur le ministre, et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Bonne suite de programme sur l'ORTM.